Alors, parce qu'on voit que sur une notion de souveraineté, pour beaucoup de boîtes français, ça peut être intéressant. Toi, dans une démarche internationale, celui de l'indépendance et de la souveraineté prend une autre dimension. Oui, effectivement, mais ça a été dit plusieurs fois, dépendance et souveraineté, c'est pour nous deux sujets différents qui peuvent se retrouver sur une offre commune, mais c'est a priori deux sujets différents. La dépendance, pour nous, c'est la résilience du système d'information. Et donc, de facto, l'implication numérique, c'est-à-dire la résilience économique de ces choix. Donc, ça, c'est un critère important. 100% de notre activité est en appel d'offres. On doit être hyper compétitif, ça a été dit ce matin. Donc forcément, la dépendance économique long terme est un critère extrêmement fort. Ça, c'est vraiment important. La souveraineté peut l'être également, pas seulement en Europe d'ailleurs, parce que l'Australie a vécu des événements il y a quelques années suite au passeport chinois qui nous ont impacté indirectement. Et puis 98% de nos clients sont des clients publics, sont les autorités organisatrices, collectivités locales, régions, États. Alors, on n'est pas client de l'État fédéral à Washington, ça peut nous aider, mais en tout cas, c'est notre sujet. Donc, effectivement, la souveraineté est un sujet. Et quand on parle de temps long, c'est combien des contrats des régies? C'est 10 ans, 15, enfin 15 ans, enfin, quand vous prenez un engagement sur Alors, dans ça. le domaine urbain, c'est en général 6 ans. Ça peut aller à 10, 12 ans, notamment quand il y a des CAPEX, lorsqu'il y a par exemple des trains à acheter. Ça peut être beaucoup plus long. Et donc, dans ce contexte, la partie, effectivement, stabilité de la relation avec un éditeur, enfin, je crois que tu as des exemples à nous partager sur quelques difficultés. Oui, bah, il y a pas mal de DSI, si j'ai bien compris, dans la salle. Et il y a eu des témoignages. Donc, les négociations avec Microsoft sur Office 365 l'année dernière étaient tout sauf simples. Les négociations en cours avec AWS, ça nous a surpris, elles sont beaucoup plus compliquées qu'on ne pensait. Heureusement, nous, on n'était pas dépendant de VMware. Par contre, est arrivé un sujet il y a quelques semaines sur ma table par l'Allemagne que je n'avais pas vu venir parce qu'il n'y avait pas de contrat groupe jusque-là, c'était des contrats nationaux, Citrix. Et j'ai écouté Lionel Chen tout à l'heure de la BPI qui le disait. Effectivement, en général, regardez bien l'actionnariat de vos éditeurs, c'est très très intéressant. C'est exactement le réflexe que j'ai eu. Quand j'ai vu le dossier, j'avais pas de contrat groupe, effectivement, et je vois Cloud Software Group. Je me dis, tiens, qui c'est Cloud Software Group? Alors je vais voir son actionnariat tout de suite, et je vois quasiment que des fonds. Alors déjà, ça peut commencer à faire peur, et quand je regarde dans les fonds, j'en vois un qui est filiale de Elliott Management. Je ne sais pas si vous connaissez Elliott Management. C'est celui, mais ça m'a tilté tout de suite, c'est celui qui a attaqué la dette argentine il y a une dizaine d'années. C'est un fonds vautour. Donc quand vous voyez l'actionnariat d'acteurs comme ça, euh, je suis pas, enfin j'ai des experts bien plus poussés que moi dans l'activité, mais dans mon périmètre, mais j'ai immédiatement dit à mon directeur, enfin ma directrice en l'occasion, en l'occurrence, je pense que tout de suite, on sait, un, qu'il va falloir réduire notre exposition à Citrix. Donc, on avait la question tout à l'heure, c'est qui le prochain? Voilà. En Deux, tout cas, on en a un. et deux, sur le long terme, on sait ce qu'il faut faire. Il faut trouver une alternative, il faut sortir de là. Il y a des solutions architecturales possibles pour réduire Pour le coup, il y a un l'exposition. peu d'alternative. Il y a des alternatives architecturales. On peut passer en web-based. Enfin, moi, je vais pas rentrer dans la technique, mais c'est ce qu'on avait fait sur Europcar, par exemple, exactement pour la même raison. Pardon, pas pour la même raison. On a mis en place cette solution pour être beaucoup plus agile. Et ça peut diminuer l'exposition. Puis après, il faut carrément trouver des solutions alternatives, effectivement. Mais c'est écrit. À partir du moment où vous voyez cet actionnariat-là, ça a été dit tout à l'heure, il est évident le ROI recherché par celui qui a acheté la société, ce n'est pas des multiples qui sont les mêmes que d'autres. Donc forcément, c'est inexorable. Est-ce qu'on va mettre, effectivement, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, est-ce qu'on va donner à cet éditeur d'un côté, on va Enfin, malheureusement pas le donner à d'autres, et notamment au métier. un dernier mot qui n'était pas dans mes questions, mais justement, on parle beaucoup de la montée en compétences et le gap d'expertise au niveau des achats. Quel regard tu portes sur cette difficulté ou ces enjeux au niveau des achats, en fait, IT? Ouais, on travaille effectivement de manière extrêmement étroite avec les achats et le juridique.
sur tous ces aspects contractuels. C'est très très compliqué. J'ai donné quelques chiffres de qui est Transdev et vous voyez qu'en fait la complexité est multidimensionnelle. Et donc en fait c'est un éternel compromis qu'il faut sans arrêt trouver entre le court terme et le long terme, entre la souveraineté et la dépendance. Et malheureusement, il y a une chose qu'il faut dire. Donc il y avait le témoignage effectivement d'un service achat. Les process achats nous mènent à une dépendance si on n'y fait pas attention, ou en tout cas si on n'intègre pas certains critères supplémentaires, comme c'était proposé par EasyVista tout à l'heure, ou plutôt URSAF, c'est-à-dire effectivement des critères complémentaires sur la souveraineté, sur les risques de dépenses, etc. Il y a des sujets qui sont comme le cloud, par exemple. Il y a des sujets qui sont extrêmement complexes. D'ailleurs, quand on regarde la stratégie cloud, on parle souvent hyperscaler, donc IaaS et PaaS. Nous, on intègre le SaaS dans notre stratégie cloud, puisque l'exposition aux solutions SaaS est de plus en plus forte à peu près dans toutes les entreprises, je pense. Et avec le SaaS vient le cloud en général de l'éditeur. On peut, dans certains cas, le choisir, mais en général, il est imposé. Et donc la dépendance, il faut vraiment l'avoir jusqu'au bout, parce qu'on peut être extrêmement dépendant du même cloud provider, en fait, via des intermédiaires. Donc, et là, quand vous choisissez une solution, ce n'est pas un appel d'offres où on va choisir entre A et B en sortie. C'est une vraie stratégie sur 5 ans. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faut construire cette stratégie. Il y a forcément des gens intelligents qui ont toujours des bonnes idées, mais en fait c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Il faut absolument essayer de voir ce qu'on représente nous. Faire du multi-cloud, par exemple, c'est une solution qui a été expliquée tout à l'heure. Ça a un coût immédiat. Vous diluez vos discounts. Donc déjà, dès le premier jour où vous le faites, ça a un coût immédiat. C'est-à-dire que si vous répartissez moitié-moitié, même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, de facto, vous divisez par 2 chacun des morceaux en termes de discount. Donc vous perdez immédiatement. Ensuite, il faut construire des compétences FinOps sur chacun des hyperscalers, etc. etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans... Non, mais on sait que la tâche va être dure encore et elle est devant nous. Merci Stéphane.